bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire. Si tu peux avancer. Voilà, donc les intervenants, donc nous serons 5 intervenants sur cette présentation. Donc Hicham Osman du CETIAT, qui vient de nous accueillir dans cet événement. Ensuite, il y a Jean-Carl Wilm, BDR Thermea, qui nous fera le panorama réglementaire. Emmanuel Brière du groupe Atlantique pour les enjeux et Valérie Laplagne d'Uniclimat pour les enjeux et perspectives et moi-même, Cyril Delazione-Assetine, pour la présentation de l'étude et puis un peu le contenu de ce travail. Voilà, donc si tu peux avancer. D'accord. Donc pour pour la présentation de cette étude, donc c'est une étude qui relève d'un constat, d'un contexte général autour des évolutions réglementaires qu'on a pu constater là sur l'année 2024, avec une entrée en vigueur d'un certain nombre de nouveaux textes, soit de révision ou de nouveaux textes réglementaires au niveau européen, donc notamment sur l'éco-conception des produits durables, donc qui est le règlement ESPER 2024-1781, et qui prend en compte dans un premier temps des produits de type électrique, électronique, ameublement textile et pneus, et d'autres typologies de produits viendront, mais pas par acte délégué ensuite. Et l'entrée en vigueur donc de la révision du règlement des produits de la construction, donc qui s'appelle aujourd'hui le RPC dans 2024-3110, et dans lequel un certain nombre d'exigences complémentaires liées aux aspects environnementaux ont été intégrées. Donc ce règlement entrera en application progressive dans les années qui viennent. Et il y a également une forte évolution au niveau du travail de normalisation autour des textes liés aux aspects environnementaux dans le cadre de la normalisation, et notamment en lien avec ces nouveaux règlements. Donc, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc dans l'objectif et le programme de cette étude, c'était de faire un état des lieux des différentes réglementations et normes, donc en vigueur ou en développement, et notamment pour pouvoir accompagner les prises de position de la profession et vous permettre de développer vos produits, vos gammes de produits en adéquation avec ces évolutions réglementaires et normatives. Donc c'est un programme de travail lié à d'abord un état des lieux de la situation et après de voir quelle incidence, quel impact ce contexte finalement mouvant génère sur les déclarations environnementales des produits de vos équipements. Voilà. Et donc tout ce travail s'est fait autour d'une question centrale. Donc un certain nombre d'équipes de vos équipements sont soumis à des obligations de déclaration environnementale produits, mais il existe différents référentiels et par rapport à ces référentiels, donc deux notamment sont en compétition, si je peux utiliser ce terme. Donc on a le référentiel lié aux produits de la construction ou alors le référentiel lié aux produits et systèmes électriques et électroniques. Donc on citera les numéros un peu plus tard, mais dans tous les cas, comment on fait et quel type de référentiel doit-on prendre en compte sur nos développements. Donc je n'ai fini pour cette partie-là. Je passe la main à Jean-Carl, si je ne me trompe pas. Oui, alors
Cela Simon, oui, un très bref panorama des réglementations européennes. Alors un panorama qui est pas du tout exhaustif, hein. Donc depuis un certain nombre d'années, il y a eu de grosses activités réglementaires en Europe. On a l'impression que ça s'accélère encore. Alors, on a tout un ensemble de réglementations qui sont liées aux entreprises sur la CS3D, la due diligence, la taxonomie, CBAM. Alors tout ça, ça a été simplifié avec le dispositif omnibus ou en tout cas allégé. Au niveau bâtiment, on a cette directive sur la performance des bâtiments. Enfin, on a des réglementations sur les produits, donc voilà, ont été cités déjà le SPR, le CPR. Alors, pour l'instant, on va surtout parler de révision d'éco-design avant l'entrée en vigueur de l'ESPR pour les catégories de produits du génie climatique, mais on peut citer la PPWR sur les emballages et déchets d'emballage, la réglementation F-gaz, j'aurais pu citer aussi la réglementation oui sur les déchets d'équipements électriques et électronique. Et puis, on a toute une série également de réglementations, cette fois-ci, qui est pour chaque composant d'un produit. Rien que sur les substances, par exemple, il y en a des tartines qui sont en permanente révision. Enfin, tout ça, c'est un petit peu poussé par les Green Deal avec des choses extrêmement transversales comme la Net Zero Industry Act ou les directives sur les allégations environnementales. Donc finalement, les déclarations environnementales sont citées, oui, dans le SPR, vont être citées dans les révisions de l'éco-design, dans la CPR, dans le PBD. Il y a également des liens à faire avec les réglementations liées aux entreprises, notamment la CS3D, la CSRD, la taxonomie. Donc voilà, c'est un sujet important, donc grosse activité réglementaire et ce sentiment que les déclarations environnementales sont une évolution clé d'un grand nombre de règlements et de directives. Je passe la main à Hicham. Next Oui, slide. merci. Donc, de mon côté, donc, je vais vous présenter, vous proposer un état de lieu des travaux normatifs qui encadrent aujourd'hui les déclarations environnementales des produits et les aspects d'économie circulaire euh, liés aux produits et équipements d'hygiène climatique. Ces équipements, ces produits sont à la croisée de plusieurs secteurs normatifs. On a la FNOR, sont des produits électriques et électroniques dont ils sont concernés par les travaux au sein de la FNOR UF 111, groupe miroir français du CLC TC 111X, à son tour miroir du TC 111 de l'IEC. Au sein de ces instances de normalisation, il y a des travaux sur les déclarations environnementales des produits et sur les aspects économie circulaire. Pour les déclarations environnementales, c'est dans cette instance où on a la 50, l'AEN 50 693 qui définit les règles catégories de produits des équipements du génie climatique. Concernant les aspects économie circulaire, c'est au sein du CEN CLC GTC 10. Les produits du génie climatique sont aussi font partie du bâtiment, donc sont concernés par les travaux au sein de l'AFNOR P01E, groupe miroir français du CNTC 350, qui traite les performances environnementales du bâtiment. Et là, il y a deux normes à retenir, la 15978 et la 15804. Ces produits relèvent aussi du domaine de la mécanique, donc sont concernés par les travaux au sein de l'INM 01 qui suit le CNTC 406. On a présenté les référentiels sectoriels. Il y a aussi des normes horizontales pour l'analyse cycle de vie et pour l'économie circulaire. Pour l'analyse cycle de vie, c'est l'AFNOR EDC, groupe miroir français du CNTC 467 et à l'échelle internationale, c'est l'ISO TC 207. Et c'est dans ces instances de normalisation, les normes d'ACV sont élaborées, la 14040, 044 et 025. Concernant l'économie circulaire, c'est au sein de la FNOR X30M, qui suit le CNTC 473 au niveau européen et au niveau
et au niveau international, c'est l'ISO TC 323 et c'est dans ces instances où les normes d'économie circulaire sont élaborées comme la famille 45 000. Les produits du génie climatique sont aussi concernés par les travaux liés au passeport Digital Products, passeport numérique de produits, et c'est au sein du CNCLC GTC 24. Il y a aussi des travaux à l'échelle des produits sur les chaudières, sur les systèmes de ventilation, sur les pompes à chaleur, qui traitent les aspects d'économie circulaire et d'analyse cycle de vie, les déclarations environnementales, et on revient plus tard à la fin de la présentation. Donc, on a fait un panorama normatif des travaux qui traitent les aspects environnementaux d'économie circulaire et d'analyse cycle de vie. Maintenant, on va focaliser dans les diapos suivantes sur l'analyse cycle de vie avec une approche hiérarchisée. Donc, il y a les normes horizontales qui sont développées au sein de l'ISO TC 207, la famille 14040 pour les principes et les cadres d'ACV, 14044 pour les exigences et les lignes directrices, la 14025 pour les déclarations environnementales de type T3. Ensuite, il y a les référentiels sectoriels. Donc là, on a vu que les produits font partie du bâtiment et sont des produits électriques et électroniques. Donc, sont concernés par la CNTST 350. Et il y a les deux normes 15804 et 15978 pour le bâtiment et les produits de construction. Et il y a la norme 50693 pour les produits et systèmes électriques et électroniques. Allez, au niveau du PCR, règles catégorie de produits. Donc, il y a des travaux qui ont été réalisés au sein de l'AFNOR UF 111 et l'UNM 01 afin d'élaborer des normes complémentaires à la 50693, qui est la norme des règles catégories de produits des systèmes électriques et électroniques. Ces deux normes ont été développées pour les équipements du génie climatique, donc les règles catégories produits et les règles spécifiques produits, pour les déclarations environnementales et pour les règles catégories produits des équipements du génie climatique. Et c'est dans ce cadre-là, le programme PEP EcoPassport est développé. Donc avec ça, moi je termine ma partie de la présentation et je passe la parole à Emmanuel Briard qui va continuer la suite sur les enjeux. Merci Hicham. Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les enjeux réglementaires? On a vu qu'il y avait un foisonnement de normes d'analyse cycle de vie des produits. À quoi ça va nous servir, nous, en tant qu'industriels de la construction? Aujourd'hui, les enjeux sont forts. Il faut savoir qu'il y a en 2024 1,6 million de logements qui ont été construits en Europe, ce qui représente environ 20% de la construction, sachant que le non résidentiel représente 32% de la construction en Europe. Dès aujourd'hui, plusieurs États membres ont déjà réglementé la partie performance environnementale des bâtiments. L'un des États membres leaders sur le marché européen est la France, avec la réglementation dite RE 2020, qui a permis déjà de réduire l'empreinte carbone des bâtiments neufs en France. Différentes initiatives existent dans d'autres États membres, dans le cas de la directive performance énergétique des bâtiments qui prévoit d'imposer la neutralité carbone aux bâtiments neufs dès 2030. On peut citer notamment la Belgique et le Danemark qui ont déjà une réglementation en place comme la France et d'autres États membres comme la Finlande, la Norvège ou encore l'Espagne qui ont des projets de réglementation sur les performances environnementales des bâtiments qui visent l'empreinte carbone de ceux-ci et l'évaluation au travers d'une analyse de cycle de vie. On peut passer à la suivante. Donc, comme je le disais, en fait, ces initiatives des différents États membres sont liées à l'application de la directive performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2024. Cette directive performance énergétique des bâtiments introduit une nouvelle notion dans son article 7. C'est une obligation d'atteindre la neutralité carbone pour tous les bâtiments publics dès 2028 et pour tous les autres types de bâtiments construits en Europe dès 2030. Comment on va faire comment on va répondre à cette obligation de neutralité carbone des bâtiments? On va utiliser un outil qu'on utilise déjà à l'échelle des produits pour évaluer l'empreinte carbone, c'est l'analyse cycle de vie des bâtiments. Et on va évaluer le Global Warming Potential qui va être en fait l'indicateur clé pour pouvoir respecter cette nouvelle directive performance des bâtiments pour atteindre la neutralité en 2030. La norme de référence qui s'impose sur le marché européen depuis des années, puisqu'elle existe depuis à peu près 2009, c'est la norme 15978 que Hicham a déjà citée, qui nous aide à faire l'analyse cycle de vie des bâtiments et évaluer l'empreinte carbone de ceux-ci. L'autre enjeu
se situe pour nous en tant qu'industriels à fournir des données environnementales qui vont permettre de calculer l'empreinte carbone à l'échelle des bâtiments. Donc il faut fournir l'empreinte carbone à l'échelle des produits. En tant qu'industriel, on utilise également le même outil, c'est l'analyse cycle de vie des produits. En France, il existe une réglementation depuis 2011. Lorsqu'on communique sur des allégations environnementales à l'échelle de nos produits, on se doit de faire une analyse cycle de vie et une déclaration environnementale produit pour justifier l'empreinte carbone qu'on communique à nos clients. Donc c'est un outil qui est déjà en place depuis des années en France au travers, donc pour les produits de construction, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qu'on appelle des FDES, et pour les équipements techniques du bâtiment, ça s'appelle des PEP, profil environnemental produit. Ce sont les deux types de déclarations environnementales applicables au marché français et qui sont nécessaires si on veut placer nos produits dans le bâtiment neuf pour l'application de la RE 2020. Si on prend un peu de hauteur et il y a également des obligations qui arrivent au niveau européen. On a déjà parlé du règlement produit de construction. On a évoqué aussi la directive Energy Related Product. Je vais revenir sur le règlement produit de construction. Le règlement produit de construction, donc, qui oblige à l'application de la 15004. La directive Energy Related Product qui va en fait s'appliquer. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Hicham. Qui va s'appliquer à tous nos produits de génie climatique à partir de 2028. La nouveauté par rapport au règlement existant sur le RP, c'est l'introduction d'obligations sur l'empreinte carbone de nos produits au travers d'une analyse cycle de vie. On a de fortes chances que sur les prochains règlements qui vont toucher nos équipements, des chaudières, des pompes à chaleur, des chauffe-eau, des unités de ventilation, on ait une obligation d'affichage de l'empreinte carbone de nos produits dans le cadre de l'ESPR. Et puis la dernière réglementation aussi qui va encadrer ça, c'est la directive Green Claims, qui est une directive qui va obliger à encadrer toutes les allégations environnementales pour tous les produits du marché européen. On peut passer. Au niveau français, le contexte réglementaire, il fait appel à des normes. Pour pouvoir faire une déclaration environnementale sur nos produits depuis 2011, en fait, on a deux référentiels qui s'appliquent sur le marché français. La norme 50693 qui s'applique aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique, qui est complétée par la NFC 08-100 pour faire la partie de déclaration, contenu de la déclaration environnementale. Ces deux normes, en fait, sont le pendant de la norme 15804 qui s'applique uniquement aux produits de construction. Quand on fait additionne du coup un PEP et une FDES, quand on fait la CV d'un bâtiment, les choses sont cohérentes et on peut faire l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Donc nos deux schémas de déclaration sont des PEP ou des FDES et principalement des PEP pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique. En synthèse, le contexte normatif sur le marché français est le suivant. On a à l'échelle des produits pour la partie déclaration, contenu de la déclaration environnementale produit, la NF 15804 qui s'applique pour les produits de construction. Côté équipement, on a la NFC 08-100 qui est gérée par l'AFNOR UF 111 qui donne le contenu des PEP. Pour les règles d'analyse cycle de vie des produits de construction, c'est la 15804 également qui s'applique, alors que pour les produits de équipements électriques et électroniques, c'est la 5693, complétée de la NFE 38500 qui est gérée par l'UNM 01 pour la partie équipement de génie climatique. L'application de l'ensemble de ces normes aux produits de construction et aux équipements électriques permettent de faire l'analyse de cycle de vie à l'échelle du bâtiment, conforme à la 15978. Je vais laisser la parole à Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Pour compléter ce chapitre sur les enjeux, je vais vous donner un état de la situation au niveau européen concernant les déclarations environnementales sur nos équipements, avec un exemple pour les PAC, pour les pompes à chaleur. Donc, vous voyez, il y a différents opérateurs qui existent, donc IBU, EPD Italie, EPD International. Je vais pas détailler tout le tableau, mais avec des manières de faire différentes, notamment sur l'unité fonctionnelle, sur la phase d'utilisation qui peut exister ou ne pas exister, hein, selon les opérateurs, la phase en fin de vie également,
Et donc tout ça, c'est la situation, ça représente vraiment la situation qui est devant nous et que l'on doit améliorer. On voit à la vision de cet état des lieux qu'on a un travail d'harmonisation qui est indispensable. Et donc, si on regarde la ligne du bas, PD international, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a quand même des travaux qui démarrent sur des possibilités de reconnaissance mutuelle entre les différents opérateurs de programme qui existent. Si on passe à la... Voilà, merci. L'état des lieux concernant les déclarations environnementales qui sont publiées pour le génie climatique, eh bien, vous le voyez dans le tableau. Selon les opérateurs de programme et selon la norme qui est utilisée pour faire ces déclarations environnementales, on retrouve différentes déclarations avec quand même une importance forte de PEP EcoPassport, des déclarations qui sont faites dans le cadre de PEP EcoPassport, à la fois sur les PEP en eux-mêmes et encore plus largement lorsqu'on inclut les extrapolations, c'est-à-dire les déclarations à la référence produit. Donc on a sur 576 EPD, on en a 569 faites par PEP EcoPassport, et donc ça veut dire qu'on a côté PEP EcoPassport une empreinte, si je puis dire, importante sur le domaine des déclarations environnementales pour le génie climatique. Au passage, lorsqu'on regarde la carte qui est à droite, elle vous illustre où les PEP sont produits, dans quel pays les PEP sont produits pour l'ensemble du programme PEP, c'est-à-dire pour le génie climatique, mais aussi pour les équipements électriques et électroniques. Et on voit qu'on est loin d'avoir uniquement la France. Cela nous montre bien que PEP est un programme international et donc européen. Alors, en synthèse, sur ces enjeux, on voit qu'ils sont très importants. Et donc, si on essaie de les synthétiser, il est indispensable de prendre en compte ce qui a été fait au sein de PEP EcoPassport pour nos équipements de génie climatique, parce que il y a une expérience importante qui date de plus de 10 ans et qui correspond aujourd'hui à déjà un bon nombre de déclarations environnementales publiées. À côté de cela, on a besoin de répondre, et ils sont nombreux, à des règlements européens, aussi bien à l'échelle des produits que du bâtiment. Et donc, l'enjeu pour les industriels, eh bien, c'est d'harmoniser ces règles pour qu'on puisse faire des déclarations environnementales qui répondent eh bien, à ces différents règlements qui ont été cités plus tôt. Et ça, on va le faire comment? Via des démarches et des demandes de normalisation issues de ces différents règlements qui ont été précisés. Donc l'enjeu, c'est vraiment l'harmonisation via des mandats de normalisation. Merci. On donne la parole à Cyril. Exactement. Merci Valérie, et Emmanuel et Jean-Carl pour le début, les Hicham. Donc moi je vais reprendre un peu le résultat des travaux. Donc ces travaux, là on a principalement focalisé sur une analyse documentaire de textes normatifs, donc deux normes bien particulières que vous avez entendu citer un certain nombre de fois jusqu'à maintenant, donc qui sont la NFEN 5693 pour les produits et services d'équipement électrique et la EN 15804 donc, qui est pour les produits de la construction. Et dans les travaux, donc on a principalement essayé de regarder les écarts qu'on pouvait voir entre les différents documents. Alors il y a déjà une variation majeure entre les deux. Quand on regarde le contenu des différents textes, donc sur la EN 5693, donc pour les équipements électriques, c'est un texte qui ne
traite que des PCR, donc des règles de définition des catégories de produits. Il n'intègre pas la notion de déclaration environnementale, donc il faut l'utiliser avec un autre texte pour pouvoir faire la déclaration environnementale produit. Donc c'est un document qui reprend donc les PCR et comment établir des PCR, donc des Product Specific Rules, pour compléter les règles générales donc de catégorie de produits. Pour le slide suivant, s'il te plaît. Donc la EN 15804, elle intègre les deux aspects, donc la déclaration environnementale de type 3 et les règles et la définition des règles de catégorie de produits, donc le PCR pour les produits de la construction, donc dans sa version plus A2. Il existe également une version complément national au niveau français, mais ce texte fait office de deux fonctions principales, donc pour la définition des règles de catégorie de produits et pour faire la déclaration environnementale. Donc on a comparé le contenu et les règles spécifiques donc, du chapitre 6 et avec le chapitre 4 du précédent texte. Donc dans les scopes, c'est pas le même scope puisque la 15804 c'est pour les produits de la construction, donc ouvrage des bâtiments. La 5693 c'est pour tout ce qui est donc produits, systèmes, équipements électriques et électroniques, donc pour tout type d'application électrique. Donc le contenu, je viens de le définir, d'en parler rapidement. Donc dans un cas, on n'a que les PCR et le rapport type, donc pour le 5693, et dans l'autre cas, on va compléter par le cadre de la déclaration environnementale, donc pour la 15804. Donc sur les aspects déclaration environnementale, le texte EN 5193 doit être complété par la norme NFC 08-100, enfin NFC 08-100-1, pardon, pour la partie déclaration. Et c'est un texte qui n'adresse pas les équipements de génie climatique. Donc pour le génie climatique, il y a un document national, donc qui est la NFE 38500, hébergé par l'UNM 01, qui est l'équivalent français des équipements de génie climatique à la UN 5593, donc pour définir les règles de catégorie de produits. Slide suivant. Dans une différence qu'on voit dans les documents, c'est le périmètre de prise en compte donc pour définir ces règles de catégorie de produits. Sur la 15804, le périmètre principal qui est pris en compte, c'est la fabrication, la fin de vie, les bénéfices et les charges au-delà du système. Donc, on n'est pas sur l'ensemble des phases du cycle de vie, et notamment la phase d'usage n'est pas prise en compte dans ce cadre-là. Il existe 3 autres scénarios possibles, donc à différents niveaux de prise en compte, dont un scénario qui englobe la phase d'usage dans la UN 15804, mais c'est pas le scénario principal, et c'est ce qui peut poser un certain nombre de problématiques quand on va vouloir comparer des impacts environnementaux faits sur la base de la UN 15804 avec des impacts réalisés sur une base UN 5693 qui, elle, utilise un périmètre global, donc du berceau à la tombe, et donc le module D, qui sont les bénéfices et charges au-delà du système qu'on a dans la UN 15804, est un module optionnel au niveau de la 5693. Donc c'est une différence majeure entre les deux textes. Et autre point donc de différence, c'est la gestion de la fin de vie. Donc notamment le process de recyclage de matière qui est compté en fabrication dans le cadre de la UN 15804. Donc c'est réintégré à l'endroit finalement où c'est généré. On va le remettre dans le processus global, alors que sur la UN 5693, le process de recyclage matière est compté, lui, en fin de vie du système. Donc j'en ai déjà parlé, les phases d'utilisation, c'est une option dans la UN 15804, hein, c'est pas le scénario principal qui est pris en compte dans ce document-là.
alors que sur la UN 5693, c'est obligatoire, on est sur des systèmes qui consomment de l'énergie et on peut pas on peut pas s'abstenir de prendre en compte cette phase d'usage. Dans les la EN 15804 fait une évaluation pour chaque produit. On n'a pas la capacité de faire des gammes de produits ou d'avoir, quand on a des produits qui sont homogènes, on a un produit qui sert de base et ensuite on va faire une extrapolation aux produits équivalents ou de même type pour avoir une gamme de produits avec la EN 5693. Dans la 15804, ce n'est pas possible. Donc, si on a 10 produits dans une gamme, on fera 10 évaluations. Donc ça, c'est une autre différence. Sur la 5693, on va prendre une meilleure, enfin, on considère qu'il y a une meilleure prise en compte des impacts du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques en fin de vie par rapport à l'autre texte. Et un lien est fait avec la méthodologie PEF, donc sur les Product Environmental Footprint et PEFCR, donc pour les catégories rôles qui sont recommandées par la Commission européenne et qui sont cités dans le cadre du règlement d'éco-conception des produits durables. Donc je pense que j'ai tout dit là-dessus. Merci Hicham, tu peux passer. Dans les comparaisons entre les textes, on va voir également sur les règles de coupure. La EN 15804, donc pour les produits du bâtiment, met un seuil à 1% par processus, donc que ce soit en masse et énergie, avec une deuxième limite qui est à 5% pardon, de chaque impact, et on va prendre 5% maximum de l'impact global. Donc on ne va pas pouvoir couper plus de 5% en masse et en énergie systématiquement, alors que la 5693, elle, dans les règles de base, va fixer un seuil à 5% de la totalité de chaque impact et 5% de l'impact total. Donc je ne sais pas si je peux utiliser le terme plus permissif, mais c'est un peu plus large d'application dans le cadre général. Par contre, il est possible de spécifier des limites inférieures ou plus strictes dans le cadre des PSR pour des produits particuliers. Dans l'allocation des coproduits, la norme liée donc aux produits de la construction va privilégier l'allocation en revenus, et avec une allocation en masse si la différence de revenus est faible, mais c'est d'abord l'allocation en revenus qui est privilégiée, alors que la norme des produits et systèmes d'équipements électriques et électroniques va, elle, privilégier une allocation en masse avant de le faire sur les aspects économiques. Le texte des systèmes électriques propose également un certain nombre de scénarios par défaut dans les cas d'usage dans le traitement du document. Et on voit des différenciations dans le cadre du traitement des données, puisque la EN 5693, elle va plutôt focaliser sur ce qui est spécifié dans la norme générique, dans la norme horizontale ISO, donc qui est la ISO 14044, alors que la EN 15804, elle fait référence à un texte spécifique européen, donc qui est la EN 15941, à la ISO 14044 bien sûr, et par contre sur le format des données d'un point de vue ILCD. Donc c'est d'autres différences entre les textes. Si tu peux avancer. Et donc là on a vu les différences majeures, importantes entre le texte bâtiment et le texte électrique. Il faut savoir aujourd'hui que la NFEN 5693 est un document qui est rentré en révision pour un texte européen, mais avec une diffusion au niveau de l'IEC. Donc il y a un texte en préparation au niveau international qui est la 63366, et on a regardé également sur la base du texte du document FDIS s'il y avait des différences importantes ou majeures entre les deux textes. C'est des différences que vous avez à l'écran. Globalement, il y a peu
il y a peu de différenciation entre ces deux documents. Bon, sur les règles de coupure, il y a la différence principale qui intervient, c'est qu'il n'y a pas de coupure possible pour les substances dangereuses ni les terres rares. Un lien est fait avec la norme IEC 62474 sur les déclarations matières, avec dans lequel un certain nombre de seuils sont spécifiés. Donc si les terres rares dépassent les seuils ou on ne peut pas réaliser de faire de coupure sur ces flux entrants. Bon, il y a dans les inventaires de cycle de vie, il y a possibilité de rajout de précision au niveau des PSR, mais on peut le faire, aussi sur la 5193, mais le texte est rédigé d'une façon un peu différente. Dans la phase d'usage, il y avait une exigence de prise en compte des procédés allongeant la durée de vie dans la 5193, une exigence qui est supprimée dans le texte international où ça devient une possibilité. Idem pour les phases des installations avec les suppressions des exigences liées au PSR et puis de prise en compte des composants produits énergie à la désinstallation. Pour la location, il y a une augmentation peut-être du seuil d'exigence pour la location des intrants, extrants qui sont liés aux opérations de valorisation. Logiquement, une régionalisation des scénarios de transport et puis une partie d'annexe normative sur les règles complémentaires pour les PCR dans l'EN 5193 qui bascule dans le corps du texte du document ISO 63366. Et dans la valorisation, dans les opérations de valorisation, les allocations calculent les valeurs par défaut. Il y avait 3 formules de calcul possibles dans la 5693 et 2 formules sur les 3 sont supprimées dans le texte 63366. Donc voilà le panorama globalement sur les différences entre les différents textes normatifs. Donc si tu peux passer à la suite, Hicham, merci. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce slide-là, qui est sur la normalisation. En fait, quelques exemples de travaux, c'est pour vous donner des référentiels de textes. Hicham en a déjà cité au départ quand il a fait le panorama normatif. Mais là, vous retrouvez le tableau initial de présentation avec quelques textes rajoutés. On n'en a pas mis partout parce qu'après, ça tient plus sur une slide et c'est un peu compliqué à passer. Mais vous voyez qu'au niveau national, donc on a la norme NFC 08 100-1 sur les déclarations environnementales. Il y a la NFE 38500 donc pour les ACV d'équipement de génie climatique. Bon, sur mis au niveau de l'AFNOR E2C, la NF ISO 59004, mais c'est pour les... Ah, je me suis trompé. C'est à l'X30M qu'il faudrait avoir, pas la E2C, pardon. Donc qui prend en compte, c'est la série des normes sur l'économie circulaire qu'on revoit sur l'ISO TC 323. Donc vous avez un certain nombre de quelques textes qui sont cités ici. Je ne vais pas passer trop de temps, je vais plutôt laisser la place pour les questions. Donc voilà, c'est la fin de ma partie. Merci pour votre attention. Oui, merci Cyril. Donc, on va repasser la parole à Valérie pour les perspectives. Ouais. Pardon. Oui, tout à fait. Merci Cyril pour ces travaux qui étaient vraiment très importants de comparaison de ce paysage normatif. Alors, quelles sont maintenant les actions que nous devons mener au niveau de la profession? Alors, il y en a qui sont déjà en cours et puis d'autres qu'il va falloir mener. Ce qu'on peut citer d'ores et déjà au sein de PEP EcoPasseport, c'est qu'il y a j'en ai parlé un peu plus tôt, des actions de reconnaissance mutuelle avec d'autres programmes, et notamment EPD International, où il est prévu de regarder plus particulièrement les règles pour les équipements, les générateurs thermodynamiques, donc le PSR 13 à PEP EcoPasseport. Donc c'est un travail que l'on doit faire dans les mois à venir afin que on puisse avoir donc la reconnaissance mutuelle entre les déclarations environnementales faites
côté PEP Eco-Passeport et côté EPD international. Au niveau d'Uniclimat, c'est un projet que l'on a depuis, je pense qu'on y réfléchit depuis 1 an, mais là c'est engagé et ce sera terminé donc en juillet. Ce projet, c'est de vraiment avoir une note détaillée qui explique ce que l'on fait au sein dans des PEP en fait. Donc c'est à la fois une note explicative et d'argumentation sur l'approche méthodologique pour faire des PEP. On revient bien sûr sur les différences entre les normes, celles qu'on utilise pour faire des PEP, la 5893 et puis la 15804 qui existe par ailleurs. Et on fait le lien également dans cette note avec les initiatives européennes, les réglementations à venir. Donc cette note, elle a pour but d'expliquer. Alors il y a plusieurs cibles. Hein. Il y a à la fois les industriels qui sont européens et donc vos collègues qui peuvent être amenés à faire des déclarations environnementales dans d'autres pays. Donc ça, je pense que ça leur apportera des explications sur la manière dont on fait les déclarations environnementales en France. Et puis c'est une ouverture aussi pour aller vers une harmonisation de ces méthodes de déclaration environnementale. Et puis on fera une synthèse à partir d'une note détaillée qui est plutôt destinée à des experts ACV. On fera une note pour les décideurs, donc à la fois les décideurs au niveau des industriels partout en Europe, et puis aussi la Commission européenne afin qu'elle ait une explication sur ce que c'est qu'un PEP. Au niveau de la normalisation, on a d'ores et déjà la participation du CETIAT et d'Uniclimat à un certain nombre de commissions françaises. Et donc, je vais passer la parole à Hicham pour détailler ses participations pour le CETIAT. Oui, merci Valérie. Donc, à l'échelle, on va présenter les travaux à l'échelle des produits afin de répondre aux enjeux réglementaires et à la demande de normalisation. Il y a plein de travaux qui ont été lancés au niveau de la normalisation des comités techniques. Commençons par exemple avec le CNTC 109 WG6 pour les équipements du chauffage à gaz. Il y a des travaux qui ont été relancés cette année après que la France a pris la secrétariat et l'animation de ce WG. Le but, c'est d'élaborer des normes d'économie circulaire sur les appareils de chauffage à gaz, avec comme première priorité, c'est la durabilité, et la deuxième, c'est la réparabilité et la réutilisation. Il y a aussi des travaux qui ont été relancés pour les déclarations environnementales et la définition des règles catégories des produits au niveau du CNTC 195 et CNTC 156. Le but, c'est de définir des règles catégories de produits complémentaires à la 15804 pour les systèmes de ventilation et donc aussi les systèmes de filtration, pour les filtres. Pardon. En ce qui concerne les pompes à chaleur, il n'y a pas encore, à notre connaissance, des travaux de normalisation pour les déclarations environnementales ni pour l'économie circulaire. Il y a des annexes qui ont été lancées, là, comme l'annexe 65 au niveau de l'IEA, qui vise à traiter les aspects d'économie circulaire pour les pompes à chaleur. Et dedans, il y a aussi l'aspect analyse cycle de vie et les déclarations environnementales. Avec ça, nous, on termine la présentation. On va passer à la section questions-réponses.